Demain, changement de programme, tu auras les banques, les néobanques, et tu auras des centaines d'acteurs qui vont venir assurer le paiement, c'est account to account. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables et à l'écosystème comptable au sens large. Je suis Alexis Lama, votre hôte, et également le fondateur de Booster Digital, l'agence digitale dédiée aux experts comptables. Tout de suite, je vous souhaite un excellent épisode et je vous dis à très vite. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables et surtout un épisode que je suis encore une fois trop heureux de faire. Un épisode qui sera en vidéo sur la chaîne YouTube puisque on est à distance cette fois Patrick et du coup j'en profite pour que ce soit filmé facilement. Et pourquoi je suis trop heureux de le faire? Déjà parce que je te l'ai dit en introduction avant qu'on clique sur Rec, mais c'est que t'as déjà participé, tu m'avais fait confiance dès le départ quand je t'avais écrit, je t'ai dit Patrick, je fais un podcast pour la profession, tu avais gentiment accepté de venir nous raconter ton parcours et le parcours de Dougs. Et puis entre-temps, il s'est passé deux petites choses. Alors c'est incroyable parce que c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 2 ans. Et en 2 ans, il s'est passé une annonce d'une première levée de fonds. Tu vas nous raconter ce qui s'est passé depuis. Il s'est passé une autre levée de fonds entre-temps. Le marché aussi se transforme parce qu'il y a d'autres acteurs qui sont. Il y a vraiment une entrée de la financiarisation dans le marché, consolidation à tous les niveaux. Et donc ça, tu vois, t'es super bien placé pour venir en parler. Ça va être un des sujets qu'on va voir aujourd'hui. Et puis t'as la facture électronique, t'as l'IA aussi qui sont là. Toi avec Dougs, t'es au cœur de tout ça. Donc en gros, en 2 ans, il s'est passé une tonne de choses. Et t'es un excellent acteur du secteur pour nous raconter de l'intérieur ce qui s'est passé et aussi vers où tu vois l'avenir parce que forcément, j'imagine qu'avec toutes les levées, avec ta vision du marché et entrepreneur comme tu es, il y a forcément quelque chose après qui te drive. Et donc voilà, quelle est la vision de Patrick et de Dougs dans tout ça. Voilà un peu le programme du jour. Est-ce que ça te va? C'est un grand programme. Oui, mais bien évidemment, quand j'ai accepté, merci Alexis de m'avoir invité. Et puis je dis bonjour à tous les confrères, toutes les consoeurs, et puis à tous les entrepreneurs en règle générale, parce que je sais que ton émission est suivie par pas uniquement des experts comptables, mais par des gens qui ont envie de faire du business tout simplement. Exactement, c'est l'audience. Mais est-ce que les experts comptables n'ont pas envie de faire du business maintenant, en vrai? Alors, oui, alors ça, toujours, mais bien évidemment, on voit quand même qu'il y a une grande disparité dans le monde de l'expertise comptable. Ça a toujours été, d'ailleurs. Moi, j'ai rencontré, ça fait quand même un peu plus de 30 ans maintenant que je suis dans la profession. J'ai eu l'opportunité de travailler dans différents secteurs, à la fois comme, on va dire, cadre supérieur au sein des 2 plus gros cabinets d'expertise comptable français en tant que directeur associé, mais également à mon compte dans un cabinet, on va dire plus traditionnel, et puis maintenant dirigeant de la société Dougs. J'en profite pour saluer mes associés parce qu'en fait la direction est partagée entre 4 personnes actuellement, et je suis le CEO, et donc on avance toujours de pair, et c'est ce mariage effectivement entre la tech, l'expertise comptable et puis nos expériences différentes qui fait effectivement la différence de Dougs. Et comme je te disais, oui, je pense que les experts comptables, il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui rêvent de travailler seuls, d'autres qui rêvent de monter des empires. Je pense que si on prend le cas de Christian Latouche, par exemple, de Fiducial, c'est un excellent exemple d'une personne qui a réussi, et je suis persuadé que si aujourd'hui il avait 25 ans, il recommencerait un deuxième Fiducial. Peu importe la technologie, je pense que ce qui compte le plus, c'est l'envie, c'est l'appétence. Après, ce ne sont que des moyens de la réalisation, de l'exécution qui importent. Voilà, je pense que c'est avant tout la mentalité. Et oui, je pense que beaucoup d'experts comptables deviennent de plus en plus chefs d'entreprise, enfin entrepreneurs. En 30 ans, tu vois le switch quand même se produire? Oui, je le vois. Après, c'est un switch qui est quand même très complexe parce que on a vécu dans un monde quand même, dans un monde de monopole. Faut pas avoir peur du nom. Ce monopole existe toujours puisqu'il est interdit de réaliser des bilans et des liasses, enfin des bilans principalement comptables, si nous ne sommes pas experts comptables. Mais il existe aussi d'autres moyens actuellement qui visent, que ce soit dans les sociétés civiles immobilières ou autres, de pouvoir faire uniquement que des liasses fiscales. Et aujourd'hui, le métier d'expert comptable se retrouve confronté à une nouvelle situation, c'est-à-dire que nous ne sommes plus
en compétition entre confrères, mais désormais dans un monde beaucoup plus ouvert, dans lequel on va retrouver à la fois des legal tech, des banques, des néobanques, etc. Donc l'avenir va être nécessairement assez explosif en la matière. Écoute, on va rentrer de plein pied dedans. C'est cool que tu aies ouvert cette page parce que c'est vrai que même dans le podcast, tu vois, j'ai pu avoir, c'est un peu différent, c'est un peu ces sons de cloche, mais tu vois, j'ai reçu Com d'Indy aussi dans le podcast pour partager tout ça et ça rentre dans exactement ce que tu viens de décrire. Je trouve que c'est très intéressant à suivre, quoi. Pour revenir en 2 mots sur l'aventure Dougs, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? La dernière fois que je t'ai laissé, t'avais pas encore levé de fonds, il se passait déjà plein de choses. Non. Bah alors, petit rappel, Dougs a été créé en 2015. À la différence des startups, nous n'avons pas levé de fonds. On est resté ce qu'on appelle bootstrappé, c'est-à-dire que nous n'avions pas levé de fonds pendant 8 ans. 8 ans, c'est très long. D'autant plus, comme je le dis souvent, je mériterais une médaille de chocolat pour ne pas avoir levé de fonds, avoir construit une équipe. À l'époque, on a levé les fonds, on était 250 personnes, avec 10 000 euros de capital en tout et pour tout. Je pense que ça mérite effectivement parce que souvent on pense qu'il faut avoir des millions d'euros. C'est ce qu'on fait, c'est ce que font la plupart des startups. Mais nous, en fait, on s'est toujours posé cette question. Est-ce que ça nous servira à quelque chose si on levait de l'argent? Et tant qu'on n'a pas répondu oui, du coup on n'a pas levé de l'argent et on s'est jamais dilué véritablement. Et donc ça c'était important. Et puis deuxième élément important, à la différence des autres startups, c'est que nous on est complètement différents. C'est-à-dire que on est dans un mode SaaS et service. Je vais éviter d'abreuver de mots anglophones tous les auditeurs, mais globalement les 2 gros piliers, c'est de la technologie. On a une centaine d'ingénieurs aujourd'hui, plus énormément de conseils, que ce soit des avocats en droit fiscal, des avocats en droit social, des avocats en droit des sociétés, en droit des affaires, des experts comptables, les comptables, les juristes, des personnes aussi qui maîtrisent l'assurance, le patrimoine. Et donc, c'est une autre vision du monde de l'expertise comptable que je suis en train de donner. Enfin, certains le font, mais par rapport à la taille que l'on a, c'est-à-dire relativement peu nombreux quand même, on est 420, 430. Aujourd'hui, on a sans doute autant de juristes qu'un cabinet qui a 1000, 1500, 2000 personnes. Donc, on a nous-mêmes une vision du monde de l'expertise comptable qui est différente de la plupart des experts comptables. Comment t'as fait, tu vois, parce que t'es une boîte de service, oui. Donc avec une organisation, tu vois, de boîte de service où t'as des portefeuilles, tu gères comme ça, et puis une boîte de service, mine de rien, c'est difficilement scalable dans le principe. Tu peux avoir des très bons process, tu peux organiser ta production au maximum. À un moment, t'es censé être limité par ta capacité de gestion des dossiers. Et comment t'as réussi en fait à amener cette scalabilité et surtout cette comment le décrire, mais je te dirais, tu vois, j'ai un peu l'impression que pour moi le SaaS, donc le développement informatique, c'est un état d'esprit, un modèle économique, une façon de faire, et la boîte de service c'est un peu autre chose. Comment tu as réussi à ramener les deux en partant toi du côté boîte de service avec l'idée, je crois que tu as tes associés, tu as un de tes associés ou 2 associés qui est ingénieur et docteur en mécanique. OK. Et donc c'est comme ça où vous êtes répartis chacun à la base dans vos couloirs de nage en disant nous on prend le service, toi vous prenez la tech et on développe. Alors on a bien évidemment chacun une prépondérance. En fait, on essaie de s'occuper du secteur où on est bon et où ça nous plaît. D'accord, ça c'est déjà le premier élément de base. Ça a l'air idiot, mais c'est hyper important. Le second, c'est que on travaille de pair. On est tout le temps ensemble. On se voit très régulièrement et on peut dire que nous sommes devenus un peu ingénieurs et Florent est devenu un peu expert comptable par la force des choses. Et donc, de façon très concrète, c'est en mélangeant nos savoirs qu'on a réussi à faire quelque chose. Est-ce que les modes de vie entre les ingénieurs et les experts comptables sont différents? La réponse est oui. Parce que tout simplement, c'est pas le même phénomène. Je rappelle, l'expertise comptable, c'est avant tout un métier de service qui est
dédié à l'entrepreneur et dans lequel on va avoir souvent des urgences à un certain nombre de choses, alors que dans le monde de l'ingénierie, le seul client, c'est avant tout les collaborateurs et les clients au final. Mais il y a toujours un temps d'amortissement quelque part pour pouvoir tester, voir, et donc c'est pas tout à fait la même organisation, mais néanmoins on a tendance à se rapprocher. On est quand même, qu'on le veuille ou non, dans un monde de process et dans lequel on a défini l'intégralité de ce qu'un humain peut faire et on a découpé. Alors ça a l'air de rien, mais c'est un travail hyper minutieux où on rend l'automatisation, le machine learning, l'intelligence artificielle, on va appeler ça des robots, pour faire ultra simple. Eh bien, on les fait observer les humains les uns derrière les autres, et chaque process fait que c'est comme si c'est un humain qui faisait. Sauf que, bien évidemment, désormais, c'est un mélange entre des collaborateurs et des robots qui donnent des résultats avec des process qui sont juste fantastiques. On a ni plus ni moins pris l'option que la production de la comptabilité, TVA, impôt sur les sociétés, etc., quotidienne, et réalisation d'un bilan, on va essayer de la remplacer totalement par des robots, et en contrepartie, l'humain, lui, sera dans le rôle de conseil, parce que nous pensons que l'entrepreneur a besoin d'un humain et non pas d'un robot, pas d'un chatbot. Alors, j'ai rien contre qu'on soit bien d'accord, mais nous pensons en tout cas que l'humain aime discuter avec un humain. Voilà. On n'est pas encore en 2050. Peut-être qu'en 2050, les choses changeront, et sans doute avant, mais pour l'instant, on pense que l'humain demeure encore la référence et le conseil et tout ce qui va avec. Donc voilà, tu préfères notre façon de penser. Et c'est la raison pour laquelle on a débarrassé tous les humains quasiment de toute la partie production ennuyeuse, pénible, et qui n'a pas de valeur ajoutée aux yeux d'un chronophage, qui n'a pas de valeur ajoutée, quoi. Exactement. Et donc ça, tu l'as fait en découpant exactement, et après en programmant, j'imagine, ou en développant les fonctionnalités ou les réponses à chaque fois à ces process. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a de la production à l'état pur, de déclaration, etc. On est capable, par exemple, en e-commerce, on a de solides positions aujourd'hui. Pour faire ultra simple, les clients qui se sont connectés, par exemple, et qui font, 2 millions, 3 millions de chiffres d'affaires, c'est des gens qui, en règle générale, passent à peu près 4-5 heures pour aller récupérer leurs données, préparer, trier les données pour aller voir les experts comptables. Et ça, par semaine, je suis en train de parler. Aujourd'hui, ça occupe nos clients à peu près une demi-heure par semaine, grand maximum, parce qu'on a des API qu'on a mis de tous les côtés. On gère 24 pays fois 3 taux de TVA. Quand il y a des choses qui changent, tout se change dans des monnaies différentes, dans des Stripe, PayPal, enfin absolument tout. Et ça, c'est quelque chose effectivement d'extrêmement difficile à réaliser. Et quand j'entends certains confrères dire tiens, le e-commerce chez Doux c'est pas cher parce qu'ils passent pas de temps, oui c'est vrai, on passe pas de temps parce que tout simplement c'est des robots qui le font à notre place, et l'humain est là simplement pour conseiller, parce que tout le reste se fait tout seul. Donc on n'a pas d'Excel ou de je ne sais quoi, tout est complètement acheminé comme dans une industrie, tout simplement. Voilà. Tout à l'heure, tu disais que tu as resté 8 ans bootstrappé, donc 8 ans en autofinancement, c'est-à-dire qu'en gros, tous les bénéfices, donc ça veut dire que ta boîte était rentable de base, ce qui est le cas d'une boîte de service en temps normal, ce qui est moins le cas d'une boîte SaaS en général. Donc en gros, si je le traduis, ton cabinet a financé le développement du SaaS jusqu'à, j'imagine, retournement. Et puis au bout de 8 ans, qu'est-ce qui fait que tu te dis je vais lever ? La question, c'est la vitesse à laquelle on veut aller. Parce que on a mis quand même, entre les 4 premières années, on est passé de 0 à 20 salariés. C'est rien. Dans une start-up, tu dis, ils sont en train de dormir, les personnes, c'est pas possible. Mais nous, ça nous permettait effectivement de bien bloquer, et puis surtout, on allait à la vitesse que l'argent nous permettait d'aller. Donc, on réinvestissait. Alors, quand on parle qu'on était bénéficiaire, oui, mais pas de beaucoup, parce que tout l'argent, on le remettait systématiquement. Et donc, après, quand ça a commencé à monter, là, on s'est dit, là, ça commence à prendre une bonne tournure, donc on va accélérer. Et quand on a senti que là, il allait nous manquer de l'argent, on s'est dit, allez, c'est le moment de le faire. Alors,
comme je l'expliquais dans un podcast, ce qui nous est arrivé était assez comique. Enfin, j'en ris maintenant. Je rigolais pas à cette époque, puisqu'on avait réussi à trouver une levée de fonds en 15 jours, donc ce qui était juste exceptionnel. Et comme je le disais, j'allais écrire un bouquin pour dire comment on fait pour ne pas être aidé et trouver autant d'argent d'un seul coup. Bon, entre-temps, un certain Poutine envahit l'Ukraine. Les Américains coupent le deal 4 jours avant la signature définitive. Là, je me suis dit, premièrement, je vais pas écrire de bouquin, déjà, pour commencer. Ouais. Donc, on va revenir à la base. Exactement. Ouais. Donc, manque de bol. Il n'y a pas eu d'éditeur pour ce genre de choses. Et puis, le second, c'était dire, bon, là, il va falloir quand même que je me fasse aider. Et donc, un gars qui s'appelle Yannick Robert, un mec exceptionnel, nous a donné un coup de main monstrueux. Et, on a pitché pendant 1 an et demi, à peu près. Quand même. Ah oui. Parce que t'es parti d'une aventure qui pouvait prendre 15 jours, à au final une aventure qui t'a pris 1 an et demi. Oui, tout à fait, parce que les 15 jours, le deal était signé, et puis donc on a eu 4 mois de due diligence, et donc 4 jours avant, pouf, ça a arrêté. Et puis le reste du temps, après ça a été la période des soldes. Ça veut dire que il y avait personne qui avait envie d'investir nulle part, et les mecs étaient tellement aux abois, les startups, mais pas nous, qu'ils acceptaient d'avoir 30, 40, 50% de réduction sur la valorisation de société. Sauf que nous, on avait eu le chiffre en tête et on s'était dit, c'est ça qu'il faut. Donc du coup, on n'était plus du tout en phase avec le marché, parce que une startup, ça s'évalue pas comme des boîtes traditionnelles. T'as pas un coef avec des choses. Je pense à certains entrepreneurs lyonnais, des startups qui ont fait 89 fois l'ARR, enfin des trucs de folie, etc. Nous, on n'était pas du tout dans ces ratios, mais de façon très concrète, on s'est dit non, attends, on a eu ce chiffre, maintenant on l'a en tête, c'est bon, on va pas faire. Et donc on a pitché un peu en français, énormément en anglais, voire en américain. Il y en avait un, il était dans le Kansas City, je me souviens encore. On comprenait rien de ce qu'il racontait, mais quand j'ai eu un anglais, il m'a dit mais moi non plus je comprends pas, donc ça m'a rassuré. Mais de façon très concrète, ça a été difficile parce que nous étions exigeants et on voulait conserver l'ultra majorité dans l'assemblée générale ordinaire, extraordinaire, dans le board. Donc, autant te dire que par rapport aux valeurs que l'on avait en tête, c'était juste pas pensable, ce genre de choses. Mais ça finit par arriver, et parce que le marché à un moment donné s'est stagné, puis parce que nous, on était en croissance de façon permanente, et à un moment donné, c'était assez amusant parce que les gens se sont battus pour pouvoir signer avec nous. C'est-à-dire que là, à partir du moment où il y en a eu un switch en accord, boum, ça arrivait en masse, et là, on avait le choix comme on voulait. Mais si on avait été aux abois financièrement, ça aurait été une catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est pour ça que j'en souris aujourd'hui, quoi. Ouais, parce qu'en fait, si je comprends, c'est que t'allais lever pour financer et accélérer, mais au final, ta boîte était quand même rentable. Donc, mentalement, parce que j'allais te poser la question, quand t'as un deal qui pète à 4 jours, alors que t'as eu les due diligence, que ça y est, c'est fait, t'es projeté, enfin, tu vois, j'imagine que t'es projeté dans la suite de l'aventure. Là, ça s'arrête et tu repars sur 1 an et demi de roadshow, d'explications, de repartir à chaque fois, d'expliquer quel est ton business au début. Si t'es aux abois, en fait, t'es mort. Mentalement, c'est plus de la résilience, quoi, qu'il faut. Ah oui. Enfin, alors, lever des fonds. Finalement, les pitchs, c'est pas si long que ça. Tu parles, on a fait plus de 80 en l'espace d'1 an et demi, donc ça fait quand même un certain rythme quand même. Mais c'est 80 personnes différentes, donc certains, c'était 2, 3, 4 fois, 5 fois pour certains. Parfois, tu vas de façon très longue. C'est surtout la tâche mentale. En fait, ça te rentre dans la tête et ça arrive pas à te sortir. C'est ça qui est le problématique, parce que prendre du temps pour le faire, c'est une chose. L'avoir mentalement dans la tête de façon H24, c'en est une autre. C'est extrêmement compliqué. Alors, si certains ils trouvent du plaisir, moi je sais que personnellement, 0 plaisir pour faire ce genre de choses. Chercher de l'argent, c'est pas trop mon truc. C'est facile pour les clients. Enfin, je peux aider des clients pour pouvoir le faire, mais quand on le fait pour soi, c'est extrêmement difficile. Pas la même histoire. Non, c'est pas du tout la même histoire. Donc là, tu restes quand même focus sur le développement de la boîte. Qu'est-ce que tu vends parce qu'une levée de fonds, ça reste une vente. Qu'est-ce que tu vends aux investisseurs? En fait, c'est quoi? C'est un cabinet? C'est un SaaS? C'est un cabinet SaaS? C'est un modèle économique? C'est quoi en fait? Comment tu les attires dans l'expertise comptable? Le premier, c'est le why déjà. Pourquoi déjà Dux, en fait,
est fait pour pouvoir aider les entrepreneurs. Si j'étais au Moyen-Âge, je pense qu'on ferait une croisade, un truc comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, quand même, où la philosophie l'emporte sur la raison, à proprement parler. Donc, on est des passionnés, je suis un passionné, et toute ma vie, j'ai eu le sentiment d'être toute ma vie expert comptable, c'était d'aider les entrepreneurs. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Et toute ma vie, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire? Et donc, je l'ai fait quand j'étais chez KPMG, chez Fiducial, chez Easy Compta, la première boîte que l'on montait, qu'on a revendue à Cogep, et puis au sein de Doux. Donc, je n'ai de cesse à me dire comment est-ce qu'on peut aider les entrepreneurs à vivre eux-mêmes de leur propre passion ou de leur boulot, tout simplement. Ça, c'est déjà le premier point. Donc ça, je pense que la première chose, on n'est pas des players, hein. Tu vois, le mec qui monte une boîte en se disant tiens, j'ai pour à la vente. Nous, quand on a monté Doux, on n'imaginait pas de faire lever de fonds, on n'imaginait pas. On voulait simplement un truc, que notre produit fonctionne, que les entrepreneurs soient heureux et que l'équipe soit heureuse. Point barre. C'était aussi basique que cela. Et puis, au fur et à mesure, force est de constater que quand ça fonctionne bien, tu dis on va avoir un autre échelon, c'est-à-dire remonter davantage, avoir un petit peu plus d'argent pour aller plus loin. Et donc, ce que l'on a vendu, c'est cette philosophie. C'est, je pense, mais alors certains confrères pourront dire le contraire, mais je pense que nous représentons ce que sera l'expertise comptable de demain, hein, c'est-à-dire une expertise plus dynamique, où tu te trouves, etc. Et je dis pas que nous sommes les seuls à le faire, etc. Je dis juste effectivement que d'où nous venions, en tout cas, on a vendu cette idée de philosophie, que le monde allait changer et que Doux allait pouvoir aider les entrepreneurs absolument dans toutes leurs démarches, que ce soit la création d'entreprise, que ce soit la gestion de leur entreprise et tout ce qui va avec. Ça, c'était ça l'idée. Et puis, bien évidemment, après, il y a la comparaison par rapport aux autres. Hein. Nous ne sommes pas les seuls à être experts comptables en ligne. D'autres ont pu le faire. Dernièrement, on a vu William Boichet vendre aussi Compta Clémentine à une société italienne. Donc, on peut tout, tu vois, tout est en train de se mettre en route, etc. Je pense qu'il y a finalement peu d'acteurs dans le monde de l'expertise comptable en ligne pure. Ça, c'est le seul point que j'avais pas prévu. Moi, je pensais qu'on serait plus nombreux. Et finalement, dans la réalité, c'est pas qu'on est de moins en moins nombreux, mais je commence à me poser la question, tu vois. Parce que quelqu'un qui fait de l'expertise comptable et qui fabrique son propre produit, on est moins nombreux que les doigts de ma main. Ouais, mais tu vois, c'est ça ce que j'allais te dire, c'est que au moment où tu t'es lancé, au moment où il y a eu tous les cabinets en ligne, tu vois, quand ça a commencé 2008 dans ces eaux-là, il y avait ce sujet de développer, chacun développait un petit peu son outil, tu vois, Amaris avait développé direct, ouais. C'était tu vois, ça fait comme ça, ouais. Exactement, c'est le direct. Ça compte pour moi aussi avait développé son outil, tu vois, et donc il y avait une semaine avant. Ils sont lancés, je crois, une semaine ou 15 jours avant nous, très exactement. Ouais. Et tu vois, et toi, tu développes ton outil aussi. Et donc, il y avait cette logique de tout le monde développer son outil. On revient aujourd'hui, tout le monde ne développe plus son outil. Ah, c'est fini. Ça a souvent tendance à l'utiliser. Exactement. Et vous êtes resté sur cette logique du, OK, on a notre outil et c'est le cœur valeur, un point très important dans la boîte, quoi. C'est ce qui permet de délivrer le service. Alors, non seulement on a développé nos outils, mais surtout on est totalement indépendant sur tout. Nous fabriquons nos propres liasses fiscales, donc on est agréé. On est Orias Finance, Orias Assurance. On est également PDP, on en parlera tout à l'heure. Donc, tous ces certificats font que Doux est véritablement une société autonome de tout éditeur. Ça, c'est un point qui est hyper important. Donc, hormis ici, une chose, j'ai oublié quand même, on dépend quand même du logiciel de paye comme tout le monde. Le même que tout le monde? Le même que tout le monde. Celui qui est beaucoup décrié, on prononcera pas le nom. Non. On ne prononce plus son nom, mais tout le monde sait de qui il s'agit. T'as reçu une augmentation de facture récemment. Il paraît-il, oui. Et donc, tu vois, ce genre de petite surprise qui est très désagréable, ça ne pourra pas nous arriver en la matière puisque c'est nous qui sommes effectivement fabricants de tout. Et ça, c'est la grosse différence. Et je pense effectivement que j'entends bien effectivement que beaucoup d'éditeurs disent non, jamais on augmentera, c'est inscrit dans nos livres, etc. Bon, on verra. L'avenir nous le dira, effectivement. Et en vrai, tu t'es jamais posé la question, vous êtes jamais posé la question de dire tiens, OK, on a un outil, il est développé, il tourne. Oui. On peut le proposer en marque blanche à des confrères qui pourraient en avoir besoin. Oui.
Bien évidemment que ça nous est venu à l'idée, d'autant plus que même si c'est pas moi qui te sors l'idée comme ça. Même si ce n'est même pas venu à notre idée, je vais pas citer de nom, mais les plus gros cabinets sont venus me voir, tous, absolument, sans exception. Il y a un truc qui leur plaît bien chez nous, c'est notre capacité, enfin c'est notre philosophie de vie déjà, d'une part, c'est notre façon de penser, et puis surtout que ça marche. Donc, c'est ça. On a des chiffres, on peut prouver par A plus B que notre système est rentable, et tout le monde ne peut pas faire ça, puisque nous vivons véritablement cette expérience. Est-ce qu'on le fera un jour? Peut-être, c'est pas fondamentalement impossible. On avait pensé à le faire à l'étranger déjà, d'une part, Allemagne ou Angleterre, parce que comme le e-commerce est très développé chez nous, on s'était dit tiens, pourquoi est-ce qu'on tenterait pas l'expérience à l'étranger? On a été contacté, tu vois, ce matin je discutais avec le Canada également. Donc c'est un truc, tu vois, qui dans notre tête circule. En France, il y a plusieurs confrères que j'apprécie et qui m'ont aussi demandé, c'est des choses effectivement qui ne sont pas fondamentalement possibles. On n'est pas fermé, mais tu sais, quand alors on n'est plus start-up, maintenant on est scale-up. Quand tu fais la scalabilité, on a tellement de projets qu'il est difficile, tu vois, de mettre. Tu vois, moi je dis toujours, si on se lance dans cette aventure, on va faire ultra simple. On monte une boîte à côté, je nomme un CEO, un DG, je nomme toute une équipe, et petite surprise, ce sera pas moi qui sera le CEO, ce sera quelqu'un d'autre, parce que tu n'arrives pas à tout faire. C'est fondamentalement impossible. Être éditeur, c'est quand même très compliqué. Être éditeur et vendre aux autres, c'est un autre métier qu'être éditeur pour soi-même, c'est ça? C'est exactement. Nous, on fabrique, si tu préfères, une Formule 1, et on la fabrique comme on a envie. Et petit avantage, nous, on n'a pas de régulation du monde de la Fédération française de la Formule 1, tu vois, enfin la Fédération de la Formule 1 au niveau mondial. On fait ce qu'on a envie. Quand tu es éditeur, s'il y a un mec qui veut une barre verte au lieu d'une barre rouge, tu es obligé de lui mettre. Nous, on n'a pas ce souci à se préoccuper. C'est pour ça que notre produit, il est conçu sur mesure, et c'est vrai que c'est une philosophie de vie qui va au-delà même de l'utilisation de l'outil. Tu vois, par exemple, nous, on ne communique pas avec nos clients par mail, on communique par intercom, on a Slack entre nous. Enfin, toi, tu as toute une configuration de produits qui a été mise en route et qui fonctionne et qui est totalement compatible avec les dernières technologies que tu peux trouver sur cette planète, enfin, principalement à l'ouest des États-Unis. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire une deuxième levée de fonds? Alors, c'est plus une consolidation, on va dire ça comme ça. En fait, on est de façon permanente appelé par de nouveaux fonds parce que notre croissance est complètement dingue. On a plus de 60% de croissance. Aujourd'hui, Dougs, c'est 25 000 clients à quelques centaines près. Et on est à 1000 créations par mois désormais de sociétés. Donc c'est quand même une machine qui marche bien, qui fonctionne bien, et donc forcément on attire du monde. Donc Expédition Growth Capital, qui est l'actionnaire britannique, qui est au sein de Dougs, a voulu en fait nous faire quelques faveurs, revoir certaines conditions et nous demander, parce que le deal était de 5 ans à l'origine, c'est comme ça que ça signe systématiquement un deal, c'est 3 ans ou 5 ans, nous on avait un deal de 5 années et maintenant ils ont dit allez, on remet de nouveau 3 années de plus parce que donc revenir à 5 ans et ça serait cool de pouvoir bosser ensemble. Et nous on est hyper content d'Expédition dans le sens où on a une paie royale, d'accord, et quand on a besoin d'eux, ils sont là. Donc on fait notre board une fois par trimestre, ça se passe super bien, le côté financier se passe à merveille, on répond à nos objectifs, on est même au-delà des objectifs qu'on avait fixés ensemble, si bien que ils ont voulu sécuriser et bien reconforter le tout dans un nouveau deal d'ensemble que l'on avait fait, quoi. En fait, ils t'ont renouvelé leur confiance en disant ok, on est bien avec vous, on veut pas laisser rentrer d'autres, on reste là et on relonge parce qu'il y a encore des choses à faire sur 3 ans de plus, quoi. Exactement. Voilà, donc on est à nouveau parti pour 5 ans pour pouvoir faire des choses exceptionnelles, effectivement. Et qu'est-ce que toi ça t'apporte en tant que dirigeant d'avoir fait rentrer, alors je te parle pas du côté financier perso, tu vois, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que c'est un fonds qui connaît la compta-tech, le monde de l'expertise en France? Est-ce que c'est quel type de fonds, et toi qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, c'était des boîtes qui étaient spécialistes. Expédition, ils ont plusieurs spécialités, plutôt des choses cumulatives, des caractéristiques cumulatives. De la tech,
la rentabilité et du développement. D'accord, c'est là-dedans qui rentre. C'est-à-dire que si tu fais 500 000 euros de chiffre d'affaires, t'oublies, jamais tu pourras rentrer avec eux. Eux, ils sont déjà dans le middle. Hein. Donc on a fait une série A, le A parce que c'est la première, mais de façon très concrète, pour certains, ça pourrait ressembler à un B. Hein. Je rappelle que la première fois, on a fait 25 millions, ce qui est quand même pour une première qui était plutôt pas mal. Et de façon très concrète, eux, leur spécialité, c'est la tech. Maintenant, ils aiment le service qui va avec. Et ça a été peut-être la partie où ils ont changé, parce qu'il fut une époque où on les avait abordés pour tout au début, ils aimaient ce qu'on faisait, ils comprenaient pas tout, mais force a été de constater que ces personnes ont une grosse capacité d'absorption de comment ça se passe en France, l'expertise comptable et autres. Et comme ils ont un rayonnement mondial, ils se sont posé les questions comment ça passait. Bon, aux États-Unis, QuickBooks, Xero, etc. Donc, j'étais assez stupéfait quand l'espace entre le moment où on les a vus, on a fait notre première discussion, et puis on a laissé reposer pendant 2-3 mois, et quand ils sont revenus à la charge. Ah c'est plus les mêmes. Ils comprenaient tout, surtout, ils avaient les chiffres, ils avaient eu des études, ils avaient pris d'excellents professionnels qui avaient pu leur donner absolument tout, et ils savaient tout. Mais ils savaient le nombre de clients qu'un expert comptable suit, le nombre de dossiers, enfin, ils savaient tout. Franchement, j'étais assez stupéfait par la rapidité avec laquelle ils avaient appris les choses et comment ça se passait sur cette planète, hein, sachant que en France, on a quand même une particularité, c'est que on est un milieu très protégé par le monopole, mais ce que les confrères ont peut-être du mal à comprendre, c'est que le jour où le monopole cessera, ça va renforcer le rôle de l'expert comptable et les honoraires vont s'envoler, mais à la hausse, pas à la baisse. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, et donc eux, ayant des pieds aux États-Unis, en Allemagne, un peu partout, ils observent que la France est un milieu dans lequel l'expertise comptable est sous-dimensionnée par rapport à ce qu'elle pourrait être d'un point de vue financier. Ok, donc et ce qui est comment je vais t'amener sur cette question, parce qu'en fait là, si je te prends la casquette fonds d'investissement ou investisseur étranger, tu vois, quand j'entends ça, ça me fait penser à Visma qui arrive en France. Oui. Ouais. D'une certaine manière, c'est-à-dire en fait la vision très internationale du qu'est-ce qui se passe dans quel marché et pourquoi le marché français intéresse Visma. Et toi, tu as cette double casquette, à la différence de Visma qui regarde les éditeurs, tu as la double casquette où ils se sont intéressés à toi pour l'éditeur, mais ça veut dire que tu as quand même cette part de marché éditeur et expertise comptable. Expertise comptable. Et en fait, ce qui ressort en ce moment, et je voudrais avoir ton avis, et j'imagine que tu as discuté avec eux, tu vois, c'est que quand on discute avec les investisseurs, ils me disent, ok, en fait, quand on regarde la France, ou plutôt quand on regarde la croissance des entreprises tech qui évoluent dans un secteur, quand il y a un changement réglementaire, tu vois le marché changer. Oui, tout à fait. Et donc c'est de ça aussi qui a pu, j'imagine, qui fait le vent en poupe un peu en ce moment de tout l'écosystème, hein, ce qui colle avec l'écosystème. Mais c'est ça qui toi aussi te donne des ailes et te conforte dans ce rôle, quoi. Aujourd'hui, Dougs regroupe plusieurs startups dans la réalité. Hein. Je pense on pourrait être une legal tech dans l'absolu, puisqu'on crée autant de sociétés qu'une legal tech, que les deux premières. Les deux premières sont un peu plus hautes que nous, mais bon, c'est une question, on va dire, de moi maintenant. On pourrait être une PDP, enfin une start-up spécialiste de la PDP. On va venir après sur la facture électronique. J'ai vraiment des concrets. En fait, et on allie, quand on regarde bien, plusieurs. C'est pour ça que les projets sont nombreux au sein de Dougs, ils sont puissants, et que la scalabilité, elle est forcément quand même complexe au sein de Dougs. Et je comprends pourquoi les investisseurs, parce que du coup, on envoie un peu de la paillette quand même aux yeux des investisseurs, parce qu'ils se disent, les mecs, c'est des fous, quoi. Ils ont tout monté en truc et on sent que c'est en train de monter, mais il faut bien comprendre que tout est lié, hein. Il y a pas, tu vois, on s'est pas amusé, je sais pas moi, à vendre des chaussettes ou de vendre des ordinateurs. On reste quand même dans notre métier qui est lié à l'entrepreneuriat et on essaye de pousser très fort. Et on a encore d'autres projets justement pour aider les entrepreneurs.
Et toi, en tant que, faut que je pense à te poser la question de quels sont les prochains projets. Mais je veux juste venir sur toi en tant qu'entrepreneur. T'es quand même un entrepreneur expérimenté. Tu as ne serait-ce que plus de 30 ans dans l'entrepreneuriat, de l'expertise comptable, mais dans l'entrepreneuriat pur et dur. Qu'est-ce que ça t'amène à toi, dirigeant, tu vois, de faire rentrer un fonds comme ça? Ça amène déjà déjà ça amène de l'argent. Hein. On commence déjà par le début, et ça, c'est déjà intellectuellement parlant. Quand tu as de l'argent sur tes comptes en banque, au niveau de ta société, tu vois les choses différemment. Tu dis, si je me trompe un petit peu, ouïouïouï. Et nous, on a remarqué, en tout cas, que ça nous a libérés psychologiquement et ça nous a permis d'accélérer. C'est-à-dire que depuis qu'on a fait la levée de fonds, notre accélération, elle est de plus en plus importante. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est que tu peux t'adresser à des personnes en toute simplicité, où ils vont t'aider à réfléchir. Par exemple, nous n'avions pas de CFO, donc le fameux DAF, Chief Financial Officer. Nous n'avions pas de directeur financier au sein de Doux. C'était Véronique, Sarah et moi-même qui faisions office, et ça marchait très bien. Bon, ils ont dit les mecs, mais comme vous êtes entrepreneur, dirigeant, mais vous emmerdez pas la vie. Prenez quelqu'un pour pouvoir le faire. Quand t'as pas levé de fonds, tu te dis pourquoi est-ce que je vais dépenser beaucoup d'argent pour avoir un CFO? Je vais le faire pour moi-même. Le jour où tu as de l'argent, tu as l'opportunité de trouver de très bonnes personnes. Donc du coup, on a commencé à muscler le middle management, donc à prendre un CFO, de prendre une responsable des ressources humaines, enfin tout ce qu'on nous n'avions pas au sein de Lux. Et ça te permet de faire le vide. Mais par contre, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui te le susurre à l'oreille, parce que quand t'as toujours été bootstrappé, dépenser ne fait pas partie de ton ADN. Ça le fait toujours pas partie, d'ailleurs, soit en passant. Mais au moins, ça te permet de te dire, allez, je fais un investissement, j'investis sur d'autres humains qui vont pouvoir me remplacer et qui vont pouvoir me permettre de me lancer dans d'autres projets. Donc, je pense que ça, c'est bien, et il faut avoir quelqu'un, une sorte de coach. Et c'est vrai que tous les 3 mois, on se voit au board, mais on se parle régulièrement, sur des sujets, qu'on a besoin de rencontrer quelqu'un, parce que comme ils connaissent tout le monde, tu vois, dessus, ça va de tous les côtés, quoi. C'est-à-dire que un exemple type, on a des partenariats avec des néobanques, mais par exemple, j'ai été surpris de m'apercevoir que l'un top 5 de chez Revolut m'a téléphoné en disant on aimerait bien faire un partenariat avec vous. Donc tu vois, ça t'amène d'autres choses auxquels tu ne pensais pas, et même tu n'avais rien demandé. Mais les gens discutent entre eux et ça t'amène à un business qui est complètement fou. Ça te fait rentrer dans un écosystème où en fait t'accélères. Évidemment, t'as l'argent, donc ça doit te pousser à accélérer. Oui. Ça te libère intellectuellement et en plus ça t'ouvre des réseaux qui se connectent beaucoup plus vite, quoi. Ouais. Et avec la smart money, c'est-à-dire que c'est pas de l'argent pour l'argent. C'est-à-dire qu'on a quitté les années, tu sais, où il fallait dépenser de l'argent à tout prix. Là, avec Expédition, ils sont raisonnables. Et ils disent dépenser ce dont vous avez besoin. S'il y avait besoin sur d'autres projets de remettre, on remettra de l'argent. Mais ils sont pas, tu vois, pousser les gens pour faire. Pas cramer pour cramer, quoi. Non, absolument pas. Mais ça aurait pas marché avec nous parce que on n'est pas. Enfin, comme je dis, avec ce qu'on a vécu avant, l'argent ne nous brûle pas les doigts. Voilà. Ouais, c'est que t'as fait 8 ans bootstrappé, donc 8 ans avec ton argent en fait, ouais. Et donc avec une autre façon de gérer. Voilà, exactement. On fait une pause dans cet épisode pour parler de développement de cabinet. Vous connaissez Booster Digital? C'est l'agence experte qui accompagne les dirigeants experts comptables dans la croissance de leurs entreprises et déjà depuis plus de 6 ans. Stratégie de cabinet, pricing, création de l'identité visuelle, création du site web, animation des réseaux sociaux et développement commercial, on le fait et on le fait bien. Déjà plus de 45 cabinets satisfaits. Alors, pour découvrir comment on peut booster votre entreprise, c'est simple. Envoyez-moi un message sur LinkedIn avec la mention Accounting Business Club ou simplement IBC. Je vous offre une consultation stratégique de 30 minutes. Et tout de suite, revenons à notre épisode. J'aimerais qu'on ouvre, tu vois, la page à la fois autre projet, tant que j'y pense, que tu peux avoir. Mais avant l'autre projet, il y a la page PDP qui arrive à grands pas, la facture électronique. Tout à fait.
C'est quoi ta vision sur ce sujet qui nous, voilà, on est en 2025, ça a censé arriver officiellement en 2026. Oui, enfin c'était censé arriver déjà en 2025, hein, déjà un peu commencé, parce qu'en 2020, quand je me suis préoccupé du sujet, si tu préfères, c'était quelque chose qui semblait être certain. Bon, 2025 est passé, on sait maintenant, on prend 2025, et forcément ma vision a évolué. Hein. Entre-temps, tu as eu l'intelligence artificielle, tu as eu plein de choses, et puis tu as l'aspect financier aussi qui est venu, enfin la finance à proprement parler dans les modes. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de PDP. Est-ce qu'elle tombera véritablement en septembre 2026 pour les plus grandes entreprises? Oui, très certainement. Est-ce que ça passera pour tout le monde au 30 septembre 2027? Ça, j'y crois pas. Je vois plutôt 2028, eu égard au retard pris actuellement. Et est-ce que quelque part, avec les normes européennes qui pourraient se mettre à l'intérieur, etc., est-ce que ça sortira quelque chose? Franchement, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, en tous les cas, c'est que là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la facture électronique qui va sonner le glas, on va dire, de la saisie comptable pure et simple, mais déjà on est nous en dehors, donc franchement ça changera pas fondamentalement la donne. Ça changera principalement parce qu'on va voir une sorte de data lake de toutes les données qui vont se recentrer, et Doux a été construit sur des données, c'est-à-dire que la plupart, enfin c'est pas, non mais 99,99% des confrères qui saisissent une écriture voient 3 lignes. Nous on voit à peu près 60 éléments dans une seule saisie, tu vois, donc une saisie par un robot. Donc tout a déjà été construit par des données, et donc les données vont venir s'agréger, vont venir rentrer, et je pense qu'on proposera d'autres choses. Je ne sais pas encore, parce que comme je le dis, on est un petit peu à l'ère industrielle où, les machines fonctionnent encore avec la vapeur. Il y a du pétrole. On sait qu'on peut peut-être les utiliser pour l'industrie, mais c'est pas encore le cas, tu vois. Et je pense que là, nous, on a des nappes de pétrole qui sont de tous les côtés. On sait pas trop quoi en faire. On commence à avoir des idées quand même, hein. Mais on ne sait pas ce que ça donnera. Est-ce que ce sera rentable financièrement, hein, tu vois, on n'est pas Facebook, hein, on n'a pas non plus des centaines de milliards, mais on sent bien que les données peuvent donner eux-mêmes des données, tu vois, et donc il y a des tas de trucs qui peuvent se faire. Et nous, on est très attentifs, plus exactement, au contraire, on est très attentifs sur le fonctionnement des données, comment on peut prédire, tu vois, certaines choses en fonction de certaines situations. Je pense que ces données demain nous permettront d'avoir d'être des sortes de coach pour les entrepreneurs, en leur disant tiens, si tu fais ça, voilà ce qui peut se passer. Tiens, on a remarqué, je ne sais pas moi, que tes assurances tu les payes trop cher, tu pourrais peut-être rentrer dans tel ou tel moule. Et donc le monde, en tous les cas, de toutes ces données sera importante. Et c'est pour ça que la PDP, on la voit, beaucoup la voient comme une sorte de punition quelque part, parce qu'ils disent on va faire le boulot de l'État et puis ça va être compliqué. C'est pas faux, hein, d'ailleurs, et je me réjouis que l'État ait abandonné la PPF, parce que sinon ça obligeait chacun à aller sur un site le site de l'État pour aller rentrer ses factures. Ça aurait été une prise de tête, alors que là, nous on se propose de le faire en plus gratuitement. Donc je le dis officiellement, nous ferons gratuitement la PDP, et on le fait à travers notre application de facturation qui est compatible PDP, et c'est gratuit que tu sois client ou pas client de tous. Ça, c'est très important. Alors, comment tout ça se financera? Parce que ça, c'est la vraie question demain. Qui fera payer quoi et comment ça se passera? Nous, on pense que le monde bancaire va changer. C'est-à-dire que tu vois là actuellement deux mondes, banque et néobanque, ok, puis tu dis ça c'est l'affrontement. Demain, changement de programme, tu auras les banques, les néobanques. D'ailleurs, certaines sont d'ailleurs filiales des banques, ou d'autres vont se faire racheter par des banques. Et tu auras des centaines d'acteurs qui vont venir assurer le paiement, c'est account to account, et tout cela, il y aura des petits morceaux un petit peu, tu sais, de pas grand chose, et ça finira par financer. Ben évidemment, quand tu penses, je sais pas moi, à Visa par exemple, tu as des cartes ou Mastercard, t'as pas le sentiment d'enrichir quiconque en payant. Or la réalité, je sais pas combien de milliards ou centaines de milliards ils font de chiffre d'affaires. Enfin, c'est complètement colossal. Et je pense que ce monde de la finance va pouvoir produire de l'énergie à ces types d'acteurs, et va donner envie à d'autres acteurs, en tout cas, de venir dans ce monde-là du paiement.
Donc pour toi, la PDP, c'est vraiment ce sujet en fait tu captes le flux pour derrière y mettre sur un énorme volume de flux des mini frais qui vont être liés au fait que tu sois PDP. Et du coup, il y aura du paiement, il y aura divers. C'est ça. Alors, ce sera gratuit pour les utilisateurs. Et pour l'utilisateur final. Mais après, dans le système, quelqu'un paiera, quoi. Ah ben c'est sûr et certain. Et je peux l'annoncer directement. Ceux qui ne seront pas PDP, en tous les cas, devront payer. Parce que il y a un coût, la PDP. Enfin, ce que je veux dire, tu es obligé de louer des serveurs. En plus, avec les normes qu'ils nous imposent, il y a des gens qui vont s'enrichir dans les locations de serveurs, clairement. On citera pas de nom, ce sera pas nous en tous les cas, mais ça va coûter extrêmement cher à l'utilisation. Et ceux qui n'arriveront pas à avoir on va dire des projets parallèles n'arriveront pas à survivre avec cette situation. Donc je pense qu'il y aura beaucoup d'acteurs qui vont vouloir y aller, et puis on va voir qu'il y aura une baisse du nombre d'acteurs parce que tout simplement ce sera pas rentable. La PDP, c'est vraiment un monde compliqué, difficile, instable, puisque notre gouvernement ne cesse de changer d'avis. Un coup on y va, un coup on n'y va pas, et puis tiens, on va peut-être remettre quelque chose. J'avoue que c'est véritablement très complexe. Et comment tu vois l'arrivée de l'IA? Donc t'as la PDP, j'ai compris, tout le monde va se faire la guerre. Ça va être un peu comme le 118-218, il restera pas tout le monde part au début, grosse campagne en plus qui va y arriver derrière, c'est que la part du marché, va falloir envoyer beaucoup d'argent pour pour gagner directement le cœur de l'utilisateur final. Donc il restera pas tout le monde. Et comment toi tu vois maintenant par-dessus la place de l'arrivée de l'IA? Parce que l'IA soulève aussi un sujet de modèle économique, c'est-à-dire que c'est un peu le même principe des paiements, c'est-à-dire que nous on utilise tous ChatGPT ou Claude et ça nous coûte $20, $25 par mois. Mais en réalité, quand tu l'utilises en tant que fournisseur, ça te coûte en token à chaque requête, et c'est plus la même histoire. Donc ça oblige à repenser un peu le modèle économique de tout ça. Comment toi tu vois l'arrivée de l'IA dans les outils ou dans la compta ou dans le service? Bon, moi je vois la note déjà qu'on paye au sein de Toox. Et je te confirme, c'est très au-delà des 20 €. Voilà. Par mois. Non, bien évidemment. C'est important de le préciser parce que parfois, quand on n'est pas au courant de tout ce qui se passe derrière, on n'imagine pas. Alors qu'en fait, ça soulève quand même un sujet sur le modèle économique à repenser parce que ça pourra pas. Pour moi, c'est le même principe que la PDP quand on dit c'est gratuit. Oui, mais il y a un moment où quelqu'un va devoir payer quelque chose. Et c'est déjà le cas. Nous utilisons l'intelligence artificielle depuis 4-5 ans maintenant. Moi, j'ai vu les premiers GPT. Quand c'était sorti, bon, c'est ChatGPT qui a permis de faire connaître, mais j'avais testé déjà il y a 4-5 ans GPT, j'avais déjà été très surpris. Et autant te dire que au fur et à mesure des évolutions, j'étais encore davantage surpris. Nous, c'est quelque chose que nous utilisons déjà depuis pas mal de temps. On l'utilise, on a des notes très salées au niveau de GPT. On reste fidèle quand même à GPT. On va aussi, on a testé Mistral, on a testé Claude. On va pas chez les Chinois, clairement, pour des questions de propriété intellectuelle, parce que et non, pas du tout. C'est aussi simple que cela. Bon, peut-être que quelqu'un me démontrera le contraire, mais pour l'instant, on va rester en pensant en tous les cas que demain, le coût de ChatGPT va baisser. Enfin, c'est mon avis personnel, parce que tout le monde va en faire, et que un petit peu comme Free, quand il est arrivé avec Orange, Orange a baissé ses prix. Ça veut pas dire qu'Orange a disparu, etc., mais les prix vont baisser. Ça, c'est mon premier avis. Le second, c'est que faire de l'intelligence artificielle pour en faire de l'intelligence artificielle, ça ne sert strictement à rien. Il faut qu'il y ait quand même un but et un objectif. Et on travaille dessus. On commence à faire des choses qui sont très sympas au niveau de la production. On s'est pas lancé dans le conseil à l'état pur. On a fait des tests, notamment social, où j'ai avec des avocats en droit social, on a essayé de fabriquer des choses. C'est assez sympa, mais tu peux pas t'y fier complètement. Autant sur la production et des choses complexes t'arrivent, autant sur le conseil pur, pour l'instant c'est un petit peu comme si je te disais, tiens, il y a un paquet de bonbons, il y en a 100, bon, t'inquiète pas, il y en a 3 qui sont empoisonnés, donc t'as pas de chance, t'as pas de risque particulier. On peut pas se permettre, dans notre métier, de dire, allez, on va faire 100 réponses, et puis sur les 100, bon, il y en a 3 qui sont foireuses. T'imagines, c'est juste impensable comme truc. Donc, que nos collaborateurs soient aidés de l'intelligence artificielle, parce que c'est un assistant et ça va te permettre d'avancer. C'est comme ça qu'on voit les choses pour l'instant, c'est-à-dire
La production, là, on est à fond dans l'intelligence artificielle. Sur la partie conseil, nos collaborateurs sont aidés par un assistant qui s'appelle GPT ou Claude, et dans lequel on rentre des choses, toujours en faisant très attention où sont les serveurs, est-ce qu'ils sont bien chez nous, etc. Parce qu'on sait très bien que les données après sont partagées, et on a observé en tous les cas que les gens ça allait dynamiser, que ça leur permettait aussi d'avoir des meilleures tournures de phrases. Enfin, c'était plutôt assez sympa. Donc, je pense en tous les cas que c'est les gros axes de développement, production, et à terme l'intelligence artificielle arrivera, en tous les cas, c'est certain, sur la partie conseil, et ça devra déménager. Moi, je fais toujours des tests, histoire de rigoler, des valorisations de société, enfin, plein de choses, histoire de voir. Bon, c'est fabuleux, ça marche plutôt bien, plutôt extrêmement bien. Peut-être que ça sort, mais ça, c'est le gain entre, tu vois, les 2 épisodes qu'on tourne ensemble. Moi, je suis halluciné du changement en si peu de temps, quoi. Et donc exactement. C'est fabuleux. Non, on vit un monde fabuleux aujourd'hui. Enfin, moi, je suis un passionné du progrès, des technologies et autres, et je ne peux que me féliciter effectivement de vivre à cette époque, en tous les cas. Ouais, c'est vrai que c'est assez dingue. Mais du coup, ça m'ouvre la porte. C'est quoi les prochains services? C'est quoi, vers quoi va Dougs? Alors, toujours de l'expertise comptable. Ça, c'est un truc qui est très important. On va booster le nombre de créations. On va booster le nombre de nouveaux clients. On a actuellement plus de 1500 clients qui nous font confiance chaque mois et qui arrivent. On a très peu de churn, c'est-à-dire très peu de départs. La principale cause, malheureusement, c'est le départ de involontaire, c'est-à-dire quand les sociétés cessent de fonctionner. Est-ce qu'on est les plus beaux, les meilleurs? Non. On essaie de faire au mieux, toujours d'accompagner, et donc structurer les équipes et tout. La scalabilité, c'est toujours une histoire de, tu dois pousser davantage d'un point de vue, par exemple, marketing, mais il faut qu'au niveau production, tu aies anticipé, il faut que tu aies développé la tech, il faut que tu aies développé. Donc ça déjà, rien que ça, c'est déjà un gros travail. Et puis, on additionne des nouveaux services, la PDP, bien évidemment, notre appli de facturation que l'on a revu de fond en comble. Et là, on va sortir donc il y a un mois, on a refait une passe complète. On en ressort dans un mois une nouvelle, en tous les cas, qui va encore améliorer les choses, de telle façon à être, on va essayer d'être la première appli de facturation sympa et gratuite. Toujours, ça c'est l'un des points hyper importants. Et on pense qu'on mettra des liens de paiement à l'intérieur de notre application de facturation pour permettre deux choses, à la fois à nos clients de pouvoir se faire régler plus rapidement, et nous on touchera une petite com au passage de la part de la banque qui aura été sélectionnée pour pouvoir faire cela. Ça veut dire que tu vas avoir une application de facturation que je vais pouvoir utiliser, non, je sais pas comment elle s'appelle, mais on va dire Dougs Factu, c'est ça. Et sans être client de Dougs. Alors tu peux le faire déjà, hein. Tu vas directement sur le site. Ok. Là, c'est déjà fait. Pour l'instant, le lien de paiement n'y est pas encore, mais ça arrivera. Et donc, ça te permettra effectivement d'utiliser. Mais aujourd'hui, on est ouvert complètement. On a remarqué que beaucoup de gens qui n'étaient pas clients chez nous l'utilisent, soit parce qu'ils sont tout simplement les gens qui utilisent Excel ou Word, c'est quasiment interdit, hein, je rappelle au passage, enfin j'exagère en disant cela, mais on prend des risques à le faire, ou des gens qui utilisent des applications payantes et qui disent pourquoi s'emmerder la vie, ils sont experts comptables, il faut les choses correctement, on va utiliser Dougs. Et aujourd'hui c'est gratuit, pas besoin d'être client du tout. Ok, d'accord. Ah oui, donc tu pourrais avoir, ok, donc t'as des clients, enfin t'as des utilisateurs de l'application de facturation qui ont des experts comptables et qui utilisent le module de facturation. C'est tout à fait ça. Et l'avantage, c'est qu'à partir de septembre 2026, où tu seras dans l'obligation de pouvoir récupérer des données via les factures X qui seront envoyées par les grandes entreprises, eh bien, en ayant notre application, c'est bon, tu le récupéreras. Et donc, tu seras tranquille, tu n'auras pas besoin d'aller voir ailleurs. Et donc, on est déjà non seulement une appli de facturation, mais surtout, on est un portail de facturation. Hein, je pense que ça, c'est le truc le plus important. Et je pense qu'on le dit pas assez, mais je pense qu'en effet, c'est très, très important. C'est un vrai petit détail, c'est la petite astérix, cette histoire de portail de réception dont on entendra parler beaucoup les prochains mois. Qu'est-ce que tu penses du compte pro? On parlait justement tu disais le switch du marché avec les banques institutionnelles, les néobanques, comptes pro, je sais jamais comment on les appelle, qui ont plus le droit de s'appeler, les comptes pro qui vont devenir des banques, les banques qui vont racheter des comptes pro, quelle est ta vision un peu toi de tout ça? Bon, premièrement, Dougs n'est pas une néobanque, d'accord? On l'a pas souhaité. Pourquoi? Parce qu'on pense en tous les cas qu'il y a suffisamment d'acteurs sur le marché qui font
correctement leur travail. Donc aller rajouter une couche supplémentaire pour faire moins bien, c'est pas notre truc. Nous, quand on fait des choses, on préfère être premier d'un point de vue technique, et puis point barre. Maintenant, on a toujours des collaborations très étroites entre les néobanques. Je pense à Conto, je pense à Propulse, Shine également, qui a été racheté aussi par des Suédois, je crois, ou Hollandais, je ne sais plus très bien. Et donc, on a des API qui permettent véritablement aux gens de même pas sentir la différence. Tu vois, par exemple, si tu es chez Conto ou Shine ou Propulse, tu prends une photo d'une facture, si tu es client chez Doux, elle va se mettre également chez Doux. Donc ça, on croit, tu vois, plutôt dans des partenariats technologiques très étroits pour pouvoir le faire. On pense également demain, c'est pas fondamentalement impossible, hein, qu'on puisse ouvrir sans doute une banque Doux, pourquoi pas, peut-être que ce sera avec l'aide d'un des partenaires. On reçoit aussi des invitations pour pouvoir le faire, ou est-ce qu'on le fera seul? Savoir, c'est à réfléchir, mais en tout cas, ça se fera pas sur 2025. Ça, c'est une certitude. Lien de paiement pour la facture, déjà, ça sera déjà pas mal. Un compte pro, on verra peut-être sur 2026, mais c'est pas, on verra. Là, c'est pas encore acté sur ce point-là. Ok. Intéressant, parce que tu vois pas, alors, si tu le vois, mais de mon œil extérieur d'observateur de ce marché, je vois bien les comptes pro arriver de plus en plus sur le marché de l'expertise type type Conto, tu vois, qui est aujourd'hui partenaire avec tout le monde, parce que c'est avec l'expérience utilisateur en tant que dirigeant, elle est vraiment facilitée. Mais c'est vrai qu'on les voit bien monter sur de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure, de partenariats, de rachats, etc. Tout à fait. Bah, ils ont racheté Regat, hein, aussi. C'est là où l'accélération. On sent bien la compétition avec Penny Lane en la matière. Hein, c'est les deux points. Un troisième acteur qui s'est pointé quand même, qui est Revolut. Ça c'était quand même le grand système. Tu le vois bien arriver en France, Revolut, pour le coup. Oui. Revolut Business, hein, on parle. Oui, tout à fait. Oui. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois ils ont 5 millions de clients. Hein, je crois. Oui, ok. Il doit avoir 500 000 clients maintenant professionnels en Europe. Conto, je crois qu'il en a 500 000 rien qu'en France, donc il est plus important. Maintenant, on sent bien que rien n'est jamais véritablement gagné d'avance. Il y a une force de frappe qui est importante de part et d'autre, et donc il y aura des changements. Et puis il y a des banques qui vont elles-mêmes commencer à repivoter, puisque si à un moment donné les néobanques ne faisaient pas peur, elles commencent quand même maintenant à s'octroyer une part du marché non négligeable sur les entrepreneurs, enfin les nouveaux principalement. Et je pense que les banques vont sans doute se réadapter pour pouvoir faire des choses. Est-ce qu'elles le font elles-mêmes? Est-ce qu'il y aura des partenariats? On est régulièrement nous sollicités. C'est des choses en tout cas qui peuvent, tu vois, se discuter. Il y a un vrai sujet qui sera aussi en même temps que l'arrivée de la facture électronique, en même temps que la montée de l'IA, ça c'est un vrai sujet qui va faire bouger la profession, je pense. Oui, je pense que alors c'est vrai que est-ce que c'est une coïncidence que tout arrive au même moment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un game changer complet pour la profession. Oui, tout à fait. Où tu vois, je vois qu'il nous reste assez peu de temps. Où tu vois, toi, Doux dans 5 ans? Voilà. Parce que tu viens de re-signer, donc ça veut dire que t'es reparti sur l'aventure pour 5 ans. Oui. Au moins 5 ans. Ça m'arrange parce qu'on est en 2025 et donc on pourra refaire un épisode en 2030 et je te dirais, Patrick, t'as vu ce qu'on s'était dit il y a 5 ans? Ouais. Bon, premièrement, je sais pas, 5 ans pour moi, c'est maintenant, quoi, hein, pratiquement. Et j'ai pas d'envie particulière d'arrêter quoi que ce soit. Donc, si tu préfères, faut pas croire que c'est à 5 ans en contrat durée déterminée. Hein. Ouais. Non, mais j'aime bien parce que Doux a 10 ans. Donc, Doux 2015, on est 2025. Ouais. Alors, où est Doux et où est Patrick dans 5 ans? L'idée de Doux, c'est de créer quelque chose qui soit plus fort que nous. Ça, c'est déjà le premier point. Sinon, on l'aurait appelé, on aurait pris notre famille, on aurait fabriqué un nom comme ça, et ça aurait été super cool. Mais en fait, dans la réalité, c'est pas ça. Je crois que on construit un projet et qu'on va essayer de monter un maximum.
et en attirant de plus en plus de talents. Donc l'idée, c'est que demain, en tous les cas, on sera toujours dans l'expertise comptable, mais dans une version plus. En tout cas, ça représentera ce que sera l'expertise comptable, sans doute avec un volet financier beaucoup plus important, sans doute avec du coaching beaucoup plus important, et on aura toujours cette double casquette de la tech, qui, à mon sens, aura pris beaucoup plus d'ampleur avec le mode SaaS qui sera développé à fond, et avec un mode conseil très développé, mais avec des gens de plus en plus pointus. Parce que ça, je pense que ça, c'est un message qu'il faut dire aux confrères. Demain, nous n'aurons plus, et c'est ça, alors, par contre, qui sera super difficile pour les jeunes qui vont arriver, les seuls qui veulent être alternants en comptabilité et tout. Ça va être catastrophique, parce que là, ça va nécessiter tout de suite des personnes avec un niveau hyper important, et surtout avec des métiers qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui dans l'expertise comptable. Moi, aujourd'hui, je recrute des personnes. Quand je vois les postes, puisque je vois toutes les personnes, sans exception, qui viennent 2 fois par mois, puisqu'on recrute en moyenne à peu près 20 à 30 personnes par mois, je leur demande de se présenter, hein, c'est plus moi qui recrute bien évidemment, et après pendant 1 heure, c'était ce matin notamment, eh bien je présente qui, d'où, ce qu'on a fait, ou quelle est notre vision, etc. Et parfois, il y a certains métiers, je me dis, mais dans ces postes-là, il y a 1 mois, je savais même pas que ça existait. Tu vois, nous, on doit avoir, alors ça, je sais, mais il y a par exemple 5 ans, je ne savais pas ce que c'était un product manager. Tu vois, on a des product managers, on a des lead product managers, on a des métiers de business analyst, business statistics, tout est hyper structuré, et c'est vrai que tu sais, quand t'es une start-up, t'es en mode râteau. Quand tu commences à grandir, t'es en mode pyramidal, mais avec des tas de ramifications et des spécialisations hyper métiers, tu vois. J'ai appris, tu vois, un poste qu'on allait ouvrir qui s'appelle GTM. C'est pas je t'aime, c'est GTM, qui signifie go to market. Tu vois, typiquement le genre de boulot où je me dis, mais attends, ça correspond à ça. Il me dit, ouais, c'est à peu près ça. Mais il y a un job, ce job, c'est go to market. Lui, c'est la personne. Market, exactement. Et on va en embaucher 3 pour la petite histoire. Donc c'est assez extraordinaire. Tu vois, il y a 1 mois, on n'en parlait pas, et là, on va en embaucher 3. Tu vois, c'est assez fou comme situation. Tu vois, c'est de rendre, par exemple, la facturation comme étant un produit en tant que tel, et on va nommer quelqu'un qui va s'occuper, justement, du développement de ce produit à travers les techs, à travers le marketing, etc. Tu vois, il y a des métiers qu'on ne connaissait pas. Et ça, je pense en tous les cas que ça va illustrer le monde de l'expertise comptable, c'est-à-dire qu'on va rentrer non plus que des comptables ou que des juristes, mais des gens qui viendront de l'assurance et du patrimoine. C'est déjà le cas, hein, on le voit dans les gros cabinets d'expertise comptable et d'audit, mais là on va arriver de plus en plus vers des gens qui auront des connaissances techno importantes et qui vont aider aussi les entrepreneurs à pouvoir se développer, pas uniquement que dans la compta et la gestion, mais aussi dans l'entrepreneuriat en règle générale, et je trouve ça assez cool comme situation. Magnifique ce mot de la fin. Patrick, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je te remercie, et j'en profite pour saluer tous les confrères encore et toutes les consoeurs et tous les clients, toutes les équipes. Merci à toi de m'avoir donné la parole, Alexis. Écoute, c'était un vrai plaisir. Franchement, c'est toujours enrichissant. Le temps passe trop vite parce que j'ai encore plein de questions. Tu vois, j'aurais aimé savoir quels sont les bons postes que tu as pu voir sur l'aspect tech qui aurait été bon d'apporter dans le métier de l'expertise. Mais tu vois, ce que je retiens de l'échange, c'est que il y a beaucoup d'évolutions. Il y a eu beaucoup d'évolutions en 2 ans. Et encore, on n'est qu'au début, que mine de rien, le sujet de la PDP est pas du tout à prendre à la légère, que la plateforme de réception n'est pas du tout à la prendre à la légère, que le modèle économique de tout ça, ça restera un modèle de flux. Tout à fait. Et que le marché va être bataillé en long, en large, en travers, que les investisseurs aussi regardent, tu vois, on aurait pu ouvrir la page de ce que c'était de faire rentrer des financements, ouais. On l'a ouvert chez toi, mais dans un cabinet tradit aussi, si tu avais des retours. Mais du coup, je suis content parce que ça me fait plein d'autres sujets pour pouvoir te réinviter très prochainement. Et ça, tu vois, c'est mon petit plaisir. C'est le kiff. Allez, tiens, je vais te dire le mot de la fin. Vas-y. Pour tous les confrères, tous les consoeurs, n'ayez pas peur de l'avenir. Voilà, c'est le mot de la fin. Je voudrais préciser parce que trop souvent, je vais inviter de plus en plus dans des réunions entre confrères où on demande d'animer devant 2000 salariés d'un cabinet expertise comptable, de prendre la parole, etc. N'ayez pas peur, ne craignez pas l'avenir, embrassez-le. Au contraire, je pense que tout ira bien.
Magnifique. Mot de la fin. On arrête sur ça. Patrick, si on veut te contacter, je mets ton LinkedIn dans la description. Tout à fait, bien évidemment. Bien évidemment. Magnifique. On fait comme ça. Écoute, merci beaucoup encore une fois. Merci à toutes et à tous d'être encore avec nous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode qu'on en a pris à en faire. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.